Bienvenue au Régional, votre bulletin d'information locale dans la vallée du Richelieu. Cette semaine, nous recevons Nicolas Boulris, porte-parole du festival Chants de Vielle 2026. Loane Ouellette, coordonnatrice de la Route des Arts du Richelieu. Mélissa Gauthier et Geneviève Morin pour la rénovation de l'École des Trois-Temps. Andréane Rochette, ambassadrice de la Grande Journée des petits entrepreneurs. Mélanie Villeneuve, mairesse d'Otterburn Park. Finalement, David Jaudoin, copropriétaire des cidreries Michel Jaudoin, en vue de la Semaine du cidre du 7 au 17 mai 2026. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur pour cette édition du Régional présentée par TVR9. Bonne émission! Débutons l'émission avec les manchettes de la semaine. Un homme accusé de meurtre à Saint-Basile-le-Grand a finalement plaidé coupable à une accusation réduite. Mohamed Ali Mosba, 56 ans, reconnaît sa culpabilité pour homicide involontaire. Les faits remontent au 18 février 2024, alors que sa conjointe a été tuée lors d'une altercation à leur domicile. La poursuite et la défense ont convenu que les gestes dépassaient la légitime défense, sans toutefois constituer un meurtre au deuxième degré. La peine sera déterminée ultérieurement au Palais de justice de Longueuil. Le projet de sauvegarde de l'église Saint-Mathieu progresse à Belleuil. La Ville évalue actuellement les travaux nécessaires pour rendre le bâtiment sécuritaire et conforme aux normes. Un contrat de plus de 140 000 a été accordé pour analyser l'état de l'église et les interventions à prévoir. Mais le chantier devra tenir compte de la présence d'un oiseau, le martinet ramoneur, une espèce menacée. Cet oiseau niche dans les cheminées qui ne peuvent être détruites ou obstruées. La Ville souhaite éventuellement redonner ce lieu à la communauté tout en respectant ses contraintes environnementales. Le parti Osez Belleuil connaîtra son nouveau chef à l'automne 2027. La course à la chefferie sera déclenchée le 1er septembre pour un vote prévu le 28 novembre. D'ici là, Karim-André Laz assurera l'intérim à la tête du parti. Les candidats devront recruter de nouveaux membres, obtenir des appuis et verser une contribution financière. Fondé par Nadine Viau, l'ancienne mairesse de Belleuil, le parti dit vouloir se préparer en vue des élections municipales de 2029. Encore du côté de Belleuil, la Ville donne le feu de vert à la phase 5A du prolongement de la rue Serge-Pépin. Le projet s'inscrit dans le développement d'un nouveau quartier résidentiel au nord des bourgs de la capitale. Cette première phase permettra de relier la rue jusqu'au boisé Simone-Monet. Le prolongement complet se fera en 3 étapes jusqu'à la rue Saint-Jean-Baptiste. Une future école est également prévue dans ce secteur en développement. La Ville de Belleuil conclut un partenariat d'1 an avec la plateforme numérique Ici Belleuil. L'objectif est de promouvoir l'achat local et d'augmenter la visibilité des commerces du territoire. Cette entente fait suite à un projet pilote mené à la fin 2025, jugé concluant par la Ville. La plateforme regroupe déjà plus de 600 entreprises de Belleuil et de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Les commerçants pourront désormais bonifier leur profil avec photos, description et géolocalisation pour mieux rayonner en ligne. Un restaurant Tim Hortons de Belleuil a été la cible d'un cambriolage. Le vol est survenu dans la nuit du 26 avril dernier, alors que le commerce était fermé. Selon la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, le suspect a forcé une porte pour s'introduire à l'intérieur. Le montant dérobé n'a pas été précisé et l'enquête se poursuit. Ce crime s'inscrit dans une vague d'une vingtaine de vols similaires visant des restaurants de la même chaîne depuis l'automne dernier en Montérégie. Les trouvailles du printemps sont de retour à Saint-Basile-le-Grand les 23 et 24 mai prochains. Pour cette 23e édition, les citoyens sont invités à organiser leur vente débarras sans permis requis. L'événement permet de donner une seconde vie aux objets tout en valorisant le réemploi. Les visiteurs pourront parcourir les rues à la recherche de trouvailles à petit prix. Les résidents peuvent s'inscrire d'ici le 17 mai pour apparaître sur la liste officielle des adresses participantes. Plus de 150 personnes ont participé à l'événement Culture et Culture à Mouton Village le 23 avril dernier. Cette deuxième édition, placée sous le thème de la résilience, proposait une expérience immersive mêlant gastronomie,
art et performance. 4 équipes réunissant producteurs agricoles, restaurateurs et artistes ont présenté des créations originales autour de différents univers. L'événement, animé par le conteur Yoda Lefebvre, visait à mettre en valeur les talents et les produits du territoire. La préfète de la MRC, Marilyn Nadeau, a salué une soirée rassembleuse et inspirante. Finalement, un tout nouveau demi-marathon verra le jour à McMasterville. L'événement aura lieu le 5 septembre, durant le long week-end de la Fête du travail. Plusieurs distances sont offertes, 21, 10 et 5 km, en plus d'un parcours d'1 km gratuit pour les enfants. La mairesse Magali Taillon agira comme présidente d'honneur. L'objectif est de rassembler la communauté et d'amasser des fonds pour une initiative jeunesse. La Ville prévoit accueillir jusqu'à 350 participants pour cette première édition. Voilà, c'était votre tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. On a maintenant la chance en studio d'accueillir Nicolas Boulris, qui est porte-parole pour le Festival Chants de Vielle, aussi membre fondateur du groupe Le Vent du Nord. Comment ça va, Nicolas? Ça va très bien. C'est le printemps. On est à préparer notre festival, notre 22e festival. Wow, 22 ans quand même. Ouais. Pour les gens qui ne sont pas au fait du festival, Ouais. c'est quoi, grosso modo? C'est un festival de musique, de chansons. Chants de Vielle, je sais que c'est un drôle de nom, mais ça met la table pour découvrir des instruments traditionnels rares, comme la vielle à roue. Donc, c'est un festival où vous allez avoir des musiques traditionnelles québécoises, mais des musiques souches de un peu toutes les influences que notre musique a, c'est-à-dire des influences celtiques, américaines, françaises, pays d'où vient la vielle à roue. Bien, il n'y a rien de mieux qu'en entendre un petit morceau. Hein, Ouais. Pour le comprendre, on va aller écouter ça tout de suite. Depuis le port de La Rochelle, 200 000 livres et un missel. Depuis le port de La Rochelle, 200 000 livres et un missel. La société de Notre-Dame et le Paris de cette... Nicolas, c'est impressionnant cette musique-là. Qu'est-ce qui fait que ça accroche autant de gens, se reconnaissent là-dedans? Bien, les musiques traditionnelles, c'est des musiques qui sont à la fois simples de par l'effet de proximité qu'elles apportent, puis complexes par la virtuosité des musiciens et des musiciennes qui la jouent. Tu sais, des airs de violon, d'accordéon, c'est magnifique, c'est très virtuose. Il y a quelque chose d'impressionnant là-dedans, la podorythmie, c'est un truc qui est fascinant. Donc, il y a quelque chose qui nous touche aussi par cette espèce de côté, on est à la maison. Les musiques traditionnelles, c'est des musiques qui sont là pour faire danser, faire participer les gens. Fait qu'il y a quelque chose, une fibre en nous. Tu sais, souvent, quand j'entends parler des gens qui voyagent puis qui nous disent « Quand j'écoute la musique trad du Québec, ça me ramène, ça me fait un bien fou. » Même si c'est une musique qu'on n'écoute pas à l'année nécessairement, tout le monde, quand on se pointe dans un festival comme Chants de Vielle à Saint-Antoine, sur Richelieu, puis qu'on voit sur des grandes scènes, comme des petites d'ailleurs, des musiques de cette qualité-là, il y a quelque chose qui nous fait... Ouais, on se sent chez nous. Il faut être là pour le sentir. Bien, il faut venir. C'est dansant. Puis Oui. Est-ce que c'est un peu cette idée-là que vous aviez en commençant? C'est parti de où, ça, ce projet-là? Bien, c'est vraiment parti d'une crémaillère qu'on a faite à Calixa-la-Vallée quand on a déménagé. Geneviève Nadeau, qui est la directrice du festival puis qui est aussi ma femme. On a déménagé, on a fait un gros party, mais un sérieux party, là, ben trop gros. Comme des Ça. musiciens savent le faire. C'est ça. Puis là, on s'est dit, c'était super, mais on ne peut pas recommencer ça, la maison va casser. L'année prochaine, on le fait, mais on fait un festival. Et puis là, Chants de Vielle est apparu comme ça. D'abord à Calixa-la-Vallée, plusieurs années, je pense 8 ans, sur le site de la foire agricole. Puis on a déménagé à Saint-Antoine-sur-Richelieu depuis pas mal longtemps. Et il y a quelque chose de magnifique parce que non seulement la musique est belle, mais les lieux le sont aussi. C'est un maudit beau village. Ben oui, puis ce festival-là le fait découvrir. Là. C'est important pour Oui. le village, ce festival-là de Saint-Antoine. Oui. Il y a beaucoup de gens qui vont là chaque année. On en voit, écoute, c'est incroyable. Il y a des milliers de personnes qui viennent passer la fin de semaine. C'est 4-5 000 personnes qui viennent tout au courant de la fin de semaine. C'est le 3, 4, 5 juillet qui vient. Il y a, on a des artistes internationaux, ça arrive de partout cette année. On en a du Mexique, on en a de France. Et puis les gens
qui viennent assister au festival viennent aussi de partout. Peut-être pas du Mexique, je pense que c'est jamais arrivé. Quoique d'Amérique du Sud, c'est déjà arrivé. En tout cas, il y a des Américains, il y a des gens du Québec, évidemment. J'espère que tout le monde de la vallée du Richelieu, vous connaissez ça, puis vous êtes venus faire un tour. Ou en tout cas, il y a des gens vraiment de partout. Ça débarque de partout au Québec, mais des États-Unis, de l'Ouest canadien. Les plaques d'immatriculation sont assez parlantes dans le stationnement. On fait, mon Dieu, ah ouais, le Michigan, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font? C'est assez trippant. Puis... il y a quelque chose qui se passe de la communion. Tu sais, c'est drôle parce que Le Vent du Nord, on vient de sortir un disque qui s'appelle Voisinage. Puis ça me fait penser à ça, cette espèce de manière de tisser des liens fraternels avec des gens différents, des gens qui ne parlent pas nécessairement notre langue, mais pour qui la musique devient l'espèce de langage universel. Ouais. On va parler de la programmation cette année. Ouais. À quoi on peut s'attendre? Pas mal d'affaires. On a 75 artistes en tout, une dizaine d'artisans d'ailleurs. Sachez une chose, c'est qu'il y a une partie du site, les sites fermés comme la Grande Scène, l'Église, tout ça, le chapiteau, c'est des sites qui sont payants, mais c'est pas cher. Achetez-vous au festival. D'ailleurs, pour les Antoniens, il y a des super rabais. Là. Puis si vous n'habitez pas Saint-Antoine, bien, déménagez, trouvez-vous une maison. Mais les billets sont en vente. Il y a des rabais sur les passeports. Allez voir ça. Ce que je veux dire, c'est que les artistes, donc, ont des scènes privilégiées, mais il y a aussi le cœur du festival qu'on appelle le Jardin du Chevreuil, qui est animé. Il y a des jeux de bois pour les enfants, il y a de la bouffe, de la boisson, il y a tout ce qu'il faut, là. Et ça, c'est gratuit. Fait que si, mettons, vous vous dites, c'est quoi cette affaire-là de festival? Ça fait 22 ans, il y a des milliers de personnes. Ça me l'air le fun, mais moi, je connais pas tant ça. Venez faire un tour, ça, vous pouvez déambuler là-dedans, vous promener, vous allez la sentir, l'énergie, puis vous allez avoir le goût d'acheter votre billet pour traverser la porte. C'est bon. Fait que vendredi soir, ça commence avec une Américaine, Laura Cortési, avec Bert, son accompagnateur à l'accordéon, qui est un Belge. Un duo tout en finesse, accordéon, violon, une magnifique chanteuse, assez jeune. On est très, très content de l'avoir. Elle vient de la Californie. Ensuite, on a Edith Butler. Edith Butler, qui est quand même une grande dame de la chanson acadienne, qui a toujours été un peu entre la musique populaire, la musique country, le folk. Elle a chanté aussi de la chanson traditionnelle, Edith Butler. Fait qu'elle vient. Je pense qu'elle a 82 ans. Okay. Mais je l'ai vue, là, en novembre passé, en show. Aïe, aïe. Elle est en forme, là. C'est incroyable. Manquez pas ça. Après ça, il y a le Vent du Nord, mon band. Et puis, chaque soirée se termine avec de la danse. Hein. Sachez qu'il y a des veillées de danse québécoises. Donc, le vendredi, il y en a aussi des veillées françaises. Fait qu'on a Automne, on a Roland Brou, La Fosse, un band de Québec qui vient jouer. Le samedi, on a encore d'autres artistes. C'est qui le samedi? Un peu? On a Nadine et Samy. Ça, c'est un gars du Michigan avec une fille de Gaspésie qui font du old time. Un duo très, très sympathique. C'est quoi du old time? C'est une bonne question. C'est de la musique des Appalaches, disons ça. Dans les Appalaches, il y a Richard Séguin là, qui commence avec les Appalaches, là, le folk un peu, puis qui descend vers le sud, jusqu'en Virginie, tu sais. Puis ces montagnes-là il y a toute une musique assez lente, sentie. C'est pas de la musique country. Rapide, c'est pas du country, c'est pas du bluegrass. C'est comme du bluegrass cool. Très beau. Ben, les gros parties se passent les samedis soirs. Oui, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Il y a Vichten qui finit le dimanche. Il y a Automne, un groupe de France, le samedi. Puis Vichten, des Acadiens incroyables qui finissent le samedi soir. Puis vite, là, le dimanche, ce que je te dis, là, ça commence dimanche, c'est un peu différent. Le matin, on a un concert tôt dans l'église, l'Aubade. C'est tous les élèves qui ont eu, parce qu'en pré-festival, il y a des stages. Vous irez voir sur le site Internet, chantdevielle.com. Il y a des stages, donc les profs et les élèves de stage font un concert. Ensuite, il y a un grand défilé, tout le monde est bienvenu. Ça se déguise, c'est complètement fou. On bloque la rue, puis on se promène en chantant des chansons, grosso modo, c'est ça le plan. Puis après ça, on s'en va sur la scène. Il y a un groupe de France, la belle petite équipe, France-Québec, en fait. Galant, tu perds ton temps, avec une fille du village, Mia Lacroix, qui fait partie d'un groupe de chant à cappella. 5 femmes incroyables qui lancent un disque, d'ailleurs, très prochainement. Et puis, on finit avec nos Mexicains. Tantôt, j'ai parlé rapidement du Mexique. Là. Las Vegas, c'est... le dimanche soir, souvent, le concert final est un peu plus tôt. Donc, on est au soleil.
Puis on finit tout le temps avec quelque chose d'un petit peu dansant, un peu, je sais pas, c'est familial. Et puis Las Vegas, on est tombé là-dessus. Quel groupe incroyable. C'est la 5e génération de musiciens, musiciennes qui jouent leur style de musique de l'Est du Mexique. C'est pas, c'est pas du tout les mariachis. On est quelque chose de beaucoup plus latin. On dirait qu'on est à Cuba. Il y a plein de sortes de petites guitares, ça chante. Il y a même une espèce de jeu de podorythmie comme les Québécois. C'est fascinant, c'est un univers éclaté. Ouais, complètement. Allez voir sur le site chantdevielle au pluriel.com. Les billets sont disponibles le 4, 5 et 6 juillet. Oui. Nicolas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, merci. Je te souhaite d'avoir du fun, le plus gros party dans la vallée du Richelieu là, pour cet été. Ben, on vous y attend avec grand plaisir. Avec nous en studio, Mme Loane Ouellette, qui est coordonnatrice de la Route des Arts du Richelieu. Bonjour, Loane. Bonjour. Alors, on est à l'époque de l'année où ça recommence au niveau culturel dans la vallée du Richelieu. Pour les gens qui ne sont pas au courant ou qui ne comprendraient pas c'est quoi la Route des Arts du Richelieu, pouvez-vous nous l'expliquer là, rapidement? Oui, c'est toujours bon de faire un petit rappel de ce que c'est la route parce qu'il y a eu plusieurs changements au cours des dernières années. Donc, parfois, les gens là, sont un petit peu confus sur c'est quoi la route maintenant. Donc, effectivement, la saison débute en force avec nos activités pour la prochaine année avec un symposium à Belleuil. Donc, ça va être la 2e édition déjà. Un symposium, c'est quoi pour les gens qui ne parlent Oui. pas latin? Bien, un symposium en art visuel, j'ai envie de dire que c'est la façon la plus accessible de consommer de l'art. Donc, c'est vraiment un événement là, qui est ouvert à tous, c'est gratuit, c'est très familial, très convivial. Donc, c'est une belle façon, là, des fois, de découvrir des artistes là, locaux, mais aussi de l'extérieur, parce que cette année, c'est 36 artistes qui vont participer à cette 2e édition-là, qui proviennent, je dirais, la moitié proviennent de la région de la MRC, de la vallée du Richelieu, mais l'autre moitié qui provient aussi de l'extérieur. Donc, ça vient ajouter là, des nouveaux noms, des nouveaux artistes à découvrir là, pour le public qui est habitué à ce type d'événement-là dans la région ici. Ce sera des artistes qui font quel type d'art? On trouve de tout. Donc, évidemment, on parle d'art visuel et des métiers d'art. Alors, c'est principalement de la peinture. Donc là, on peut trouver là, différents médiums, l'acrylique, l'huile, aquarelle, tout ce qu'on peut imaginer peut s'y retrouver. Mais on a aussi quelques sculpteurs. Ça pourrait aussi être de la céramique, de la poterie, là, quand on réfère aux métiers d'art. Donc, c'est quand même assez large comme proposition qu'on peut retrouver. Alors, je vous dirais qu'on en trouve pas mal pour tous les goûts puis tous les styles. Il y a certains artistes qui font des musées, il y a d'autres qui vont, comme vous dites, peut-être aller dans des symposiums, mais c'est pas toujours les mêmes artistes. Non, absolument. Qu'est-ce qui fait la différence? Bien, j'ai envie de dire que c'est ça. Symposium, comme je disais, c'est quelque chose qui est très accessible en général pour le grand public. C'est à l'extérieur aussi, donc ça favorise aussi l'accessibilité. Quand on parle d'un musée ou des lieux d'exposition comme des galeries, bien, à ce moment-là, ça va être plus des lieux intérieurs. Donc ça, c'est une grande différence. C'est un profil d'artistes aussi là, qui vont être habitués aux événements, qui vont faire de la médiation culturelle parce qu'il y a la partie où ils peuvent créer en direct. On favorise ça. Puis il y a tout le contact avec le public aussi. Donc, c'est un contact qui est très, très direct. Donc, ça prend des artistes là, qui ont envie de vivre cette expérience. Oui, absolument. OK, je vois un peu le genre. Donc, c'est le 12 au 14 juin. Oui, 12 au 14 juin. Donc, on lance ça le vendredi. Ça aussi, c'est une nouveauté. On a rajouté une demi-journée. Alors, ça débute le vendredi à 13h jusqu'à 17h. Puis ensuite, ça se poursuit le samedi, le dimanche, là, de 10h à 17h. Encore cette année, on ramène un prix coup de cœur du public. Donc, les visiteurs vont être invités là, à faire le tour puis à voter pour leur artiste préféré. Il y aura des tirages à travers ça. Donc, c'est toujours chouette. Donc, ça, c'est noté, 12 au 14 juin. Il y a aussi l'exposition collective qui s'en vient. Oui. Donc, à peu près au même moment, donc du 3 juin au 5 juillet, il y a l'exposition collective organisée par la Route des Arts. Donc, c'est un appel de dossier qui est distinct. Ça se peut qu'on retrouve des artistes qui participent au symposium, mais il va y avoir donc d'autres artistes, là, dont je vous dirais là, une quinzaine, encore une fois, là, à peu près la moitié, qui proviennent de l'extérieur, qu'on
qu'on connaît peut-être moins. Donc, ça va être une belle occasion aussi de redécouvrir nos artistes locaux, mais aussi de s'intéresser à des nouveaux artistes. Donc, le public est invité au vernissage qui aura lieu le jeudi 4 juin. Donc, en formule 5 à 7, là, comme on fait habituellement, c'est ouvert à tous. L'année passée, ça a été un succès assez fulgurant. On espère battre ces records-là encore cette année. C'est à la Maison Villebon. Oui, donc 600 rue Richelieu là, de mémoire. Donc, c'est vraiment un lieu qui est facile d'accès. Donc, on invite vraiment le grand public à venir nous voir. La Route des Arts, ça fait déjà 10e édition. Qu'est-ce qui explique le succès de ça, vous pensez? Bien, je pense que c'est l'évolution de cette organisation-là aussi, d'avoir été à l'écoute un peu de ce que le public nous faisait part au fil des années. Donc, de certains défis qui étaient rencontrés. On a essayé d'adapter notre proposition aux besoins des artistes aussi du milieu culturel. Qu'est-ce que vous avez changé, justement? Bien, d'offrir plus d'événements, d'occasions de se former, de se rencontrer, d'échanger, d'offrir plus des événements aussi qui sont grand public parce qu'il y a évidemment le circuit de visite d'atelier pour lequel la route a été, j'ai envie de dire, connue et reconnue dans la région. Mais on entendait aussi certains défis rattachés à cette activité-là. Ce n'est pas tous les artistes qui pouvaient se permettre de participer pour plein de raisons, soit qu'ils ne peuvent pas recevoir le public dans leur domicile. Et aussi le fait qu'on couvre 13 municipalités. La MRC est quand même un grand territoire. Donc, c'était difficile. Donc, c'est pour ça aussi le symposium. Ça permet de réunir ces artistes-là au même endroit, donc de faciliter l'accès au public. Donc, c'était vraiment en réponse à ces demandes-là que la route a déployé un peu plus ses activités. Aussi, avoir un environnement où il peut y avoir des familles, des enfants. Tu sais, à quel point ça peut influencer un enfant d'être exposé comme ça à l'art, là, à un jeune âge. Absolument, c'est super important. Puis, encore une fois, la démocratisation de l'accès à l'art, c'est vraiment essentiel. Puis, je pense que c'est aussi quelque chose qui est toujours très apprécié du public. On l'entend souvent, donc c'est toujours aimé comme activité. Puis, encore une fois, c'est gratuit, donc il ne faut vraiment pas bouder notre plaisir, puis pas se gêner, que ce soit les visites d'ateliers, le symposium, les expositions collectives. Il faut pas hésiter à y aller. On donne le site Internet routeartrichelieu.com. Oui, vous êtes en appel aussi de candidature. Ça se termine quand? Oui, en fait, on a pour les portes ouvertes, c'est normalement jusqu'au 17 mai. C'est fort probable qu'on prolonge la période d'inscription, peut-être jusqu'à la fin mai, pour permettre à encore plus d'artistes de manifester leur intérêt. Donc, c'est vraiment là, un formulaire d'inscription tout simple. Et cette année, on permet à des artistes de l'extérieur, donc hors MRC, de venir se jumeler, se greffer à un artiste qui est résident. Oui, okay. Donc on procède au jumelage, mais ça permet là, finalement d'accueillir encore plus de monde. Donc je pense que ça va être une expérience bonifiée cette année pour cette 10e édition-là. L'appel est lancé, tant pour vous, le public, ou si vous avez des artistes que vous connaissez, invitez-les à s'inscrire. Loane Ouellet, je rappelle, vous êtes coordonnatrice de la Route des Arts. Toute l'information sur routeartrichelieu.com. Merci. Nous sommes présentement à l'école des 3 temps de Saint-Marc-sur-Richelieu, école qui a été construite sur 3 époques différentes. Depuis mars dernier ont débuté les travaux de reconstruction des bâtiments des 2 premières phases. Nous sommes venus sur place pour en apprendre davantage sur le déroulement des travaux. Nous sommes avec Mélissa Gauthier, directrice de l'école 3 temps. Comment on se sent quand on a l'annonce d'un tel investissement dans la rénovation d'une école? Bien, on accueille la nouvelle heureusement, en fait, parce que c'est vraiment, c'est une chance, en fait. Puis on sait que ça va être bénéfique pour les élèves, pour le personnel. Donc, on accueille favorablement cette réponse-là. Oui. On parle des élèves et du personnel scolaire. Ça va être quoi les gains concrets qu'ils vont avoir? Bien, en fait, on va avoir des nouveaux locaux qui vont favoriser la collaboration, la coopération à même l'école, entre les profs. Donc, juste pour ça, à la base, c'est vraiment génial avec les nouvelles pédagogies qu'on a depuis les dernières années. Bien, en fait, le travail collaboratif est mis de l'avant souvent entre les enseignants. Donc là, on va avoir la chance, en fait, de pouvoir vivre ça dans un milieu qui est adéquat, en fait. Donc ça, c'est vraiment génial. Oui, parce qu'il y a même des classes en ce moment qui sont à double vocation. Tout à fait. En fait, comme là, la bibliothèque est réunie avec le local de musique. Donc là, dans la nouvelle école, on va avoir 2 locales distincts. Et aussi, la chance qu'on va avoir dans la nouvelle école, en fait, c'est que présentement, en fait, on a des classes qui sont plus petites. Dans la nouvelle école, on va avoir des classes qui ont une cloison qui va être mobile au milieu. Donc, les enseignants vont pouvoir faire du co-enseignement parce qu'on va juste avoir à ouvrir la cloison au centre. Ça va faire une plus grande classe. Et là, ils vont pouvoir
collaborer les deux ensemble. Et aussi, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on va avoir aussi des petits espaces à l'extérieur des classes que dans les classes, on a accès. Et ça va être un espace pour travailler de façon avec des sous-groupes ou pour juste des petits travails d'équipe. Donc là, ça va être vraiment merveilleux pour les élèves. Vous avez une école qui porte bien son nom parce qu'en ce moment, on est dans un bâtiment précis. Oui, on est dans le 3e temps. Mais dans le fond, c'est ça, on a les 3 temps, donc on va quand même garder une section dans la nouvelle école pour annexer à la nouvelle école, en fait, là, tout l'espace du gym et les 2 classes qui étaient en face, on va les garder. On va les réaménager pour justement qu'ils soient fonctionnels en 2025, avec les normes du bâtiment aussi. Et ça va faire en sorte qu'on va avoir un local de motricité aussi qui va être vraiment avantageux pour les élèves. Les travaux ont lieu présentement. Est-ce que ça a un impact sur les élèves et le personnel scolaire présentement? Bien, on s'est préparé à ça. Donc, tu sais, ça arrive pas d'hier, là, dans le fond. Fait que ça fait quand même quelques temps qu'on travaille, en fait, justement, tous les éléments qui peuvent être un peu plus dérangeants. Donc, déjà, on a la cour d'école, en fait, qui a été quand même rapetissée parce qu'on a dû rajouter un modulaire pour, justement, pouvoir accueillir d'autres classes vu qu'on a démoli un bâtiment. Donc là, déjà, il y a une logistique au niveau des récréations. Donc, on utilise le terrain de la ville de faire ça, en fait, avec eux. On a vraiment une belle collaboration avec la ville, ce qui nous permet justement d'avoir un air extérieur plus grande. C'est sûr que là, il y a eu la démolition. Ça fait quand même un peu de bruit, mais quand même, c'est sûr que là, il y a des vibrations. Fait on essaie vraiment de trouver d'autres façons. On peut emmener des élèves dans d'autres classes un peu plus loin, dans d'autres locaux. On utilise les aires communes, en fait, pour, au pire, délocaliser certains élèves à certains moments. Puis, éventuellement, on voit s'il y a beaucoup trop de bruit, puis avec la chaleur qui s'en vient, on va regarder, voir peut-être pour installer genre certains ventilateurs ou climatisation pour certaines classes qui sont vraiment plus près. Puis, ça va leur permettre de justement garder les fenêtres fermées, puis pouvoir avoir quand même un petit rafraîchissement là, avec de l'air. Voilà. Bien, c'est ça. Au-delà d'avoir des locaux plus grands, est-ce que par rapport à la climatisation, est-ce que ça, il va y avoir des grands changements? Bien, en fait, il va y avoir un système de géothermie. Donc là, déjà là, en fait, ça fait en sorte que le bâtiment, en fait, au niveau de la régulation de la température se fait que autant la chaleur que le va se refroidir. Là. Fait que c'est comme ça que ça devrait fonctionner à la nouvelle école. Là. Donc, on va avoir la chance, en fait, d'avoir ça. Bien, on espère que toute l'école va être très contente quand les travaux vont être terminés. Madame Mélissa Gauthier, merci beaucoup pour votre temps. Mais merci beaucoup à vous, puis c'est un plaisir. Puis on vous accueillera peut-être lorsqu'on fera les festivités pour l'ouverture. On a très hâte de voir ça. Merci. Comme nous l'a décrit la coordinatrice des ressources matérielles du Centre de services scolaires des Patriotes, il y a toujours d'importantes étapes à suivre dans ce genre de projet. Bien ici, il faut prendre en compte que c'est un projet à la base de maintien d'actifs. Donc, c'est une école existante qui avait un déficit d'entretien puis un niveau de vétusté très élevé. Donc, le ministère nous permet, là, à partir d'à peu près 80 des coûts de rénovation de l'école, au lieu d'essayer de rénover par petits bouts et tout ça, de plutôt faire une demande de remplacement d'école. Donc, ils ont pour leur dire qu'au niveau du coût de refaire une nouvelle école, sans toutes les contraintes, parce que oui, c'est difficile un peu là, pour l'école de vivre avec le chantier, mais de venir la rénover de l'intérieur avec l'ampleur que ça l'aurait pris, ça aurait été encore beaucoup plus dérangeant. Il aurait probablement fallu délocaliser les enfants ou faire ça sur une séquence de 5-10 ans. Dans ce contexte-là, on a fait cette demande-là au ministère il y a, je pense, 3 ou 4 ans. Donc, ça a été accepté. Étant donné qu'il y avait 3 temps, il y en a un que le gymnase et les 2 classes devant là, qui étaient dans un état quand même satisfaisant, donc qui ne méritaient pas d'être démolis complètement. Oui, parce qu'on parle de normes aussi au niveau des normes du bâtiment, puis c'est ça qui a un peu fait que le projet a été accepté. Oui, il y a ça. Puis un des gros points, c'est que la première partie, le premier temps qui a été déjà démoli, contenait là, de la moisissure au sous-sol. Donc, ça faisait déjà 2 ans qu'on avait condamné le sous-sol. Donc, on n'avait pas le choix là, de faire quelque chose pour cette partie-là de l'école. La rénover, ça aurait été compliqué. C'était une vieille fondation en pierre et tout ça. Donc, l'idée là, d'enlever cette partie-là et de reconstruire est venue de ça. Là. Donc, l'école porte bien son nom. On parle de l'école 3 temps parce que c'est pas tous les temps de l'école qui vont être détruits. Non, c'est ça. Cette école-ci a été construite là, à 3 époques différentes. Il y a une première partie là, de 1921. Donc, cette partie-là c'était cette partie-là qui avait le plus de problèmes là, au niveau moisissure, présence d'amiante dans le crépi. Une seconde partie qui est le corps principal du bâtiment dans lequel on est présentement, là, où la majorité des classes sont et les espaces communs.
qui date là, des années 80, mais qui avait quand même, au niveau du déficit d'entretien, là, plusieurs éléments qui auraient dû être remplacés dans les prochaines années, que ce soit les fenêtres, la toiture, les blocs sanitaires. Et il y a le troisième temps qui va être celui-ci préservé. Il va être quand même rénové, là, mais c'est une construction des années 90. Donc, on considérait que son état, l'enveloppe du bâtiment, la toiture, était en assez bon état pour qu'elle soit conservée et seulement rénovée. Donc, cette partie-là, oui, au niveau des finis intérieurs, tout ça, ça va être remplacé, mais c'est sûr qu'en construisant une école neuve des années 2025-26, ça nous oblige aussi, dans la partie conservée, à faire l'ajout d'un système de gicleur, de remplacer l'alarme incendie. Il va y avoir un nouvel intercom. Donc, tu sais, tous les services, disons, mécaniques du bâtiment, la ventilation va être refaite aussi parce qu'elle n'est pas aux normes actuellement, va être du même calibre, du même niveau de qualité que ce qui sera en place dans la nouvelle construction. Par rapport à l'échéancier qui est visé, est-ce que tout se passe dans les temps? Est-ce que vous êtes en avance ou... Bien, actuellement, ça débute, là, mais ça va quand même très bien. Ça suit là, l'échéancier envisagé. Donc, dans les dernières semaines, il y a eu la démolition du premier temps. On s'apprête là, à commencer le pieutage là, pour faire les fondations de la nouvelle construction. La nouvelle construction va nous être livrée au printemps prochain, printemps-été prochain, si tout se passe bien, pour qu'on soit en mesure de transférer les élèves dans cette partie-là durant l'été, pour qu'à la rentrée 2027, ils puissent être scolarisés dans la nouvelle école. Puis là, nous, à ce moment-là, on va faire la démolition du deuxième temps, le réaménagement des aménagements civils autour, le stationnement, débarcadère et l'aménagement de la cour d'école. Au niveau du centre de service scolaire des Patriotes, est-ce que vous avez déjà des écoles en tête, sans être obligé de les nommer, est-ce que vous avez déjà d'autres écoles en tête qui pourraient bénéficier de travaux comme il se passe ici? Bien, oui, on en a déjà. Là. On a actuellement, je pense que je peux les nommer, il n'y a pas d'enjeu. À Boucherville, on a une école aussi là, qui est en processus de reconstruction totale. Celle-là, par contre, là, elle n'était pas en plusieurs bâtiments comme ici. Donc, la construction est en cours et après, l'école d'origine va être démolie. Et on a un projet qui est prêt à aller en appel d'offres pour le même principe à Otterburn Park pour les deux écoles, les deux pavillons de l'école Notre-Dame. Bien, on parle tellement d'écoles désuètes au Québec. On est très content de voir qu'il y a des actions concrètes qui sont faites ici. Madame Morin, merci beaucoup pour votre temps. Ça fait plaisir. Merci. L'occupation de la nouvelle école par les élèves est prévue pour la rentrée 2027. L'état d'avancement du projet est disponible sur le site des grands projets de la Commission scolaire des Patriotes. Ici Jean-Philippe Gilbert à Saint-Marc-sur-Richelieu. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9. Aujourd'hui, avec moi, Andréane Rochette pour nous parler de la grande journée des petits entrepreneurs. Bonjour, Madame Rochette. Bonjour, Eve-Maude. Parlez-moi de cette journée. Dans le fond, c'est la 13e édition cette année, si je comprends bien.
Exactement. On en est à notre 13e édition qui va avoir lieu le 6 juin. Donc, c'est un événement qui est à travers le Québec, dans le fond, qui en est à sa 13e édition, qui sont pour les 5 à 17 ans, en fait, pour les petits et plus grands jeunes qui ont envie d'explorer l'entrepreneuriat le temps d'une journée. Donc, on invite les jeunes à développer leur créativité puis à mettre un projet, en fait, là, sur pied lors de la journée. Puis ça va être l'occasion là, pour des milliers de jeunes, littéralement, là, de présenter leurs produits, leurs services sur lesquels ils ont travaillé là, au cours des derniers mois, des derniers mois, où est-ce qu'ils vont présenter le tout au même moment aux 4 coins du Québec, le 6 juin prochain. Et là, à quoi on peut s'attendre? Parce qu'un enfant de 5 ans, il arrive vraiment avec un gros projet entrepreneurial. À quoi qu'on peut s'attendre avec cette variété d'âge-là? Très bonne question. Donc, évidemment, tu sais, quand on a un tout petit, par exemple, là, de 5, 6 ans qui souhaite participer, faut vraiment réfléchir à... C'est une expérience, hein. C'est une expérience qui est festive, qui est familiale, qui est plaisante, qu'on souhaite à la base. Donc, on peut penser à une fourrée, on crée des biscuits, des muffins, on fait ça en famille. Le fameux kiosque à limonade que tout le monde a probablement en tête, mais c'est un peu ça aussi. Fait que c'est certain, quand on a des tout petits qui vont participer, ben ils vont participer à la confection, ils vont aider, par exemple, là, à remettre le produit, le service sur place, versus peut-être, on en a aussi qui peuvent participer avec des frères, leurs frères, leurs sœurs, des fois même entre, ça devient une fête un peu de voisinage, là. Je dis ça parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui vont être au sein même de la petite entreprise. Donc, peut-être la personne un petit peu plus vieille aussi va prendre un peu plus les devants, va s'occuper de la petite caisse, par exemple. Donc, on se partage finalement là, les rôles. Puis, c'est certain que les produits, les services, les projets vont être différents, évidemment, ben, d'un âge à l'autre, d'un intérêt à l'autre, d'une passion à l'autre aussi. Puis c'est ça qui est beau parce qu'on a vraiment de tout. Puis d'année en année, parce que la plupart, en fait, pratiquement tous les jeunes là, refont l'entreprise puis l'expérience d'année en année, puis ils reviennent avec des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Donc, c'est un apprentissage finalement qui est dans un mode festif, mais on apprend vraiment plusieurs choses pendant la préparation à l'événement puis pendant l'événement même, là. Et là, en 13 éditions, c'est sûr que vous avez eu des gens qui vous ont donné des retours par rapport à cet événement-là. Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte chez les jeunes d'avoir une journée comme celle-là où est-ce qu'ils peuvent développer leur sens du business, leur créativité aussi? Absolument. La créativité, c'est un des points extrêmement forts que notamment les parents mentionnent par rapport à la participation là, de leurs jeunes. La débrouillardise, l'idée de trouver des solutions dans la confection, dans la façon de faire aussi des choses. Évidemment, tout ce qui est au niveau de, tu sais, la notion du budget aussi, tu sais, si on reprend notre fameuse idée de la limonade ou des muffins, mais OK, mais si j'ai une idée en tête, oui, il faut l'idée, mais on peut la planifier. Puis là, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Par exemple, il me faut de l'eau, il me faut du citron. OK, ouais, c'est vrai, il me faut du sucre. Parfait. Dans quoi on va les mettre? OK, bien là, il faut des verres. Donc, de commencer à réfléchir à combien ça coûte aussi. Puis après ça, à combien qu'on va revendre aussi notre produit, notre service. Donc, c'est des concepts qui sont amenés d'une façon super ludique, puis c'est super agréable comme événement. Mais en même temps, c'est toutes des notions qui vont demeurer aussi, évidemment, là, dans le fond, toute notre vie finalement, là. Ensuite, c'est la façon dont les jeunes vont se présenter, notamment lors de l'événement. C'est quelque chose qui peut paraître banal, mais qui est tellement, tellement important. La communication, tu sais, ça l'aide à se dégainer, à se présenter, à être fier aussi de ce qu'on a créé, de ce qu'on a mis sur pied. Puis la fierté, je pense que pour moi, c'est la fierté qui émane des yeux des jeunes, peu importe l'âge, lors de la journée. C'est extraordinaire, puis c'est une confiance qui s'installe en nos capacités, puis qui, encore une fois, a un impact, je pense, à une échelle qui est difficile à percevoir ou à évaluer, mais qui peut faire vraiment une énorme différence dans le parcours là, des jeunes. Puis c'est ce qu'on souhaite. C'est ça pourquoi la grande journée est là aussi, là.
Puis vous l'avez dit, c'est à travers le Québec en entier, mais comment ça fonctionne? Est-ce que les jeunes présentent leurs projets dans leur école? Entre autres, en fait, la façon de participer à la Grande Journée des petits entrepreneurs, on a un site Internet, donc qui est petitsentrepreneurs.ca. C'est encore le temps de s'inscrire d'ailleurs. Donc, il y a différentes options. Soit on peut présenter notre petite entreprise devant notre résidence. Donc, encore une fois, on a ce fameux petit kiosque à limonade qu'on imagine. Même principe, donc on s'installe une table, un petit parasol, puis on est parti. Évidemment, il faut s'inscrire au préalable pour apparaître sur une carte interactive, parce qu'on voit justement là, toutes les petites entreprises qui sont un peu partout là, aux quatre coins du Québec. Et la deuxième option, c'est aussi de joindre un des marchés. Tu l'as dit, Eve-Monde, notamment, là, par exemple, il va y avoir des marchés de petits entrepreneurs qui vont s'installer dans les écoles. Ça, on en a beaucoup dans la Montérégie, notamment. Là, on en a là, qu'on voit là, prendre forme tranquillement. Donc, ça va être un regroupement finalement de jeunes où est-ce que justement la clientèle lors de l'événement peut aller encourager plusieurs petites entreprises en même temps ou aller directement là, à la résidence finalement là, ou à des endroits là, différents. Puis tout ça, on le voit sur la carte interactive qui est très, très claire. Donc, peu importe où on est au Québec, évidemment, on peut participer comme jeune, comme petit entrepreneur, mais on peut, et c'est super important de participer aussi comme client ou en fait comme personne qui souhaite encourager finalement là, la relève. Puis c'est tellement une belle activité à faire là, avec des amis, en famille aussi. Puis on a une belle application mobile là, qui est également là, en place pour faciliter notre parcours lors de la journée. Puis sinon, si à la maison, là, je prends le temps de le mentionner, si on souhaite toujours participer en ce moment et qu'on ne serait pas nécessairement inscrit, donc c'est directement en ligne sur notre site Internet. L'inscription est au coût de 10 puis c'est notamment ce qui fait en sorte que là, vous allez apparaître sur la carte interactive qui permet finalement là, aux clients, qui sont super importants, d'aller vous voir et savoir où est-ce que vous êtes lors de l'événement. Puis voilà, donc, puis il reste encore, tu sais, on est à un mois de l'événement là, en ce moment, il reste encore le temps de planifier puis de mettre en place la petite entreprise. Puis si je peux me permettre aussi, des fois, on ne sait pas trop par où partir, mais on envoie en fait directement là, aussi lors des inscriptions des guides qui sont en place selon les âges, selon les différents cycles scolaires pour justement aider non seulement peut-être le parent qui appuie derrière, mais le jeune à mettre sur pied, à réfléchir à son idée, à la façon de le bâtir, le créer, la façon dont on va le publiciser, si je peux dire, ou le communiquer, la façon de se présenter aussi lors de la journée, puis bref, de bien planifier là, son projet, là, quel qu'il soit. Donc, j'enverrai tous les parents qui écoutent et les enfants intéressés à aller sur votre site Internet pour s'inscrire. Et bonne chance à tous les inscrits pour le 6 juin prochain. Merci beaucoup, Madame Rochette. Merci infiniment pour l'invitation. En studio avec moi, Madame Mélanie Villeneuve, mairesse d'Otterburn Park, pour faire un retour sur la séance du Conseil du 20 avril. Bonjour, Madame Villeneuve. Bonjour. Donc là, du nouveau pour la sécurité dans les rues, c'est ça? Oui, effectivement, ça a été une grosse séance de conseil là, pour tout ce qui concerne la sécurité. On a une commission à la ville d'Otterburn Park là, qui traite les demandes des citoyens par rapport à ce qui se passe dans leur quartier, là, les éléments de sécurité là, qu'ils souhaitent nous mettre au fait. Bref, dans le fond, on dépose les comptes rendus de ces réunions-là. Puis, on entérine aussi là, les décisions, là, les suggestions qui sont faites par la commission de sécurité. Dans ce cas-ci, on avait deux dossiers, là, un sur la rue Connotte, où est-ce qu'on avait mis l'année passée des dos down temporaires pour voir s'il y avait une différence là, qui était notable au niveau du sentiment de sécurité des usagers. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à travers tout le processus, là, on vient prendre des données avant, après. Donc, on a pu prendre connaissance des données après là, avoir mis les dos down temporaires. Puis il y avait vraiment une bonne différence. Là, parce qu'avant, là, on avait une problématique vraiment parce que là, au niveau de la vitesse, on avait des pointes de vitesse très, très, très élevées, là, surtout durant la nuit. Là. Puis c'est ça, là, donc il y avait lieu d'intervenir. Ensuite, bon, c'est ça, la prochaine étape, ça a été d'y aller avec une mesure pour voir si on pouvait mettre une mesure plus permanente. Donc, on avait une suggestion là, de la commission de sécurité d'aller de l'avant vers une mesure plus permanente, là, qui est donc un dos down
qu'on va installer là, en bonne et due forme là, selon les normes. Là. Donc, il y a ça qui a été entériné. On a aussi la rue Prince-Édouard là, avec une situation assez semblable là, également. Là. Donc, via la commission de sécurité, c'est des dossiers qui sont analysés. Donc, il va en avoir comme ça là, au cours des prochaines séances également. Là. Bien, super. Et puis, il y a aussi une refonte du site Web de la Ville, c'est ça? Oui, effectivement. Une refonte du site Web là, que nous, on souhaitait le mettre en place. Là. C'est ce qu'on avait discuté là, lors des élections là, au niveau des citoyens. Là, on disait là, qu'au niveau des besoins de communication... Là, il y avait besoin d'amélioration. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on était dû là, pour faire une refonte là, complète du site Web. Il y a une consultation, d'ailleurs, là, via un formulaire là, sur Internet auprès des citoyens pour savoir un petit peu c'était quoi leurs besoins. Là, fait qu'on veut vraiment se rattacher là, à leur expérience, là, finalement. Donc, leur expérience en tant que client là, pour le site Web, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, là, puis mettre de l'avant là, dans une prochaine édition, c'est ça. Donc, on peut s'attendre à un nouveau site Web dans les prochains mois, dans la prochaine année? Oui, au cours de la prochaine année, là, ça va suivre son cours. Là, Super. Et là, il y a un événement qui s'en vient, l'événement Opelai. Oui, un événement en 1er août là, que la Ville a décidé de supporter. C'était la première édition l'année passée, donc ça a eu quand même un bon succès. Là. Beaucoup de gens qui s'étaient déplacés, puis vraiment, je pense que ça répondait à bien des besoins là, au niveau de nos citoyens. Là. Ça regroupait beaucoup de familles, les jeunes aussi. Donc, les productions des BC, là, qui est une entreprise d'économie sociale, là, qui vient d'Otterburn, donc des gens d'Otterburn qui ont décidé de lancer ça. Donc, ils poursuivent cette année, là, puis on a décidé de les supporter là, pour le 1er août. Le 1er août, la date de l'événement. Exact. Parfait. Donc, c'est à mettre à notre agenda. Tout à fait. Et puis là, il y a aussi la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie que la Ville supporte. Oui, effectivement, comme à chaque année, là, donc c'est le 17 mai, nous, on va hisser le drapeau là, contre l'homophobie et la transphobie dans le cadre de cette journée-là. Là. Puis, donc, c'est ça, une proposition qui est faite par l'organisme JAG. Donc, c'est tout, Madame Villeneuve? Est-ce qu'il y a d'autres points que vous aimeriez aborder? Bien, au niveau de la sécurité, je vous dirais qu'il y a quand même beaucoup d'autres éléments qui ont été discutés là, lors de la séance du conseil. Bon, comme à chaque année, on va donner des contrats là, pour la réparation de nos routes. Puis pour le marquage aussi, là, donc je pense que comme à chaque année, on se rend compte que le marquage, vraiment avec l'hiver, là, avec nos hivers et tout ça, c'est à recommencer vraiment à chaque année. Puis par la suite, bien, après avoir fait le marquage, bien, on s'enligne pour poser nos bollards le long des pistes multifonctions. Là, donc ça, c'est toujours attendu là, par les citoyens. Donc, il y a des contrats qui ont été donnés là, par rapport à ça. Sinon, au niveau de la sécurité, on a aussi une demande qui a été formulée pour dans ma rue, on joue. Donc, les citoyens sont invités à déposer leur demande. On en avait une qui a été analysée là, justement par la commission de sécurité. Donc, puis pour rappeler, dans ma rue, on joue, qu'est-ce que c'est exactement? Dans le fond, c'est pour formaliser le jeu libre dans les rues. Donc, on sait qu'au niveau des rues, ce n'est pas permis de façon rigide, là, on pourrait dire, là, le jeu libre dans les rues. Donc, dans ce cas-ci, on vient le formaliser. Puis, pour que la rue, elle ait cette possibilité-là, là, pour que les citoyens puissent avoir cette possibilité-là, bon, il y a un certain processus, donc faire signer l'intérêt là, parmi ses voisins. Puis, veut pas, c'est analysé au niveau de la sécurité. Donc, dans ce cas-ci, on avait une bonne pente. Donc, on n'a pas pu couvrir toute la rue Prince-Arthur. Là, c'est la rue Prince-Arthur qui est question ici. Donc, il y a simplement un tronçon là, qui peut être utilisé là, pour s'assurer quand même qu'on est dans un secteur où est-ce que c'est approprié là, de venir insérer là, ce programme-là. Là. Donc, merci, Mme Villeneuve. Puis, on se voit très bientôt pour la prochaine séance, en fait. Oui. Merci. Merci. Avec nous en studio, M. David Jaudoin, qui est copropriétaire de la cidrerie Jaudoin, que vous connaissez bien. Bonjour, David. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous en studio à l'approche de la semaine des cidres du 7 au 17 mai prochain. Je vois que tu as amené des bouteilles, justement. Bien oui, j'ai amené des bouteilles, des cidres mousseux, méthode traditionnelle. On a les deux formats ici, mais avec la pomme Geneva, hein, on est un des plus grands producteurs de cidre. Avec la pomme Geneva, c'est une pomme à chair rouge, fait qu'aucun colorant, c'est vraiment la chair rosée qui donne le colorant rosé à nos produits. Un produit semi-sec. Et ici, on a avec la pomme Honey Crips, hein, la pomme qui est devenue très populaire ici au Québec. Un petit peu plus sec comme produit, mais très léger, floral, un très bon produit aussi. On va revenir sur comment ça se fabrique. Moi, je connais pas vraiment ça, le cidre. Je sais que c'est bon, là, comme le reste du monde, mais quand même, la cidrerie Michel Jaudoin, c'est un pionnier là, au Québec pour le cidre.
Parle-moi de l'entreprise, comment ça fonctionne. Présente-moi la cidrerie. Bien, la cidrerie Michel Jaudoin. Ça, c'est ton oncle. C'est mon oncle, OK. exactement. Ça a commencé en 1901, en fait, la 5e génération qui est moi. Jean-Baptiste s'est installé à Rougemont avec un petit verger d'à peine 100 pommiers. Flanc sud de montagne, terre en sable, fait que facile pour le drainage, pour l'eau. Il fallait avoir un bon flair dans ces années-là pour dire « Hey, on s'installe un verger ici ». Puis après ça, de génération en génération, ça s'est transmis de vente de pommes au détail. Hein. Ils prenaient les pommes et ils vendaient dans les marchés publics, Chambly, Longueuil à l'époque. Puis Michel est arrivé dans les années 80 quand il a pris la relève de mon grand-père. Il a dit « Non, moi, je ne vends pas de pommes, je transforme, je vais faire du cidre ». Mais le cidre, à l'époque, était dénigré par les gens parce que ça venait d'être légalisé. C'était illégal. C'était illégal. Ça a été légalisé dans le début des années 80. Puis, les premiers cidres qui ont sorti sur le marché, bien, c'était pas contrôlé. Ça donnait des maux de tête. Fait que Michel, il y avait un gros défi à remonter, de dire non, moi, je change la perception des gens, puis je vais montrer qu'on est capable de faire du bon cidre au Québec. Ça a été difficile. Il a été étudié en Europe, plus en Champagne, pour la méthode champenoise, faire un produit de haute qualité avec la pomme. Et puis, on a été le deuxième permis à avoir, à quelques mois du premier. Fait qu'on est des pionniers dans le cidre. En 98, on a été les premiers à avoir le permis de micro-distillateur dans la pomme, pour distiller la pomme, faire un alcool avec la pomme, aller vers les spiritueux. Puis, c'est vraiment dans les 15 à 20 dernières années qu'on a vu que le cidre se faisait consommer de plus en plus par les gens, en mettant dans des paniers d'épicerie. Puis, c'est là qu'on a dit, wow, avec le verger familial de 3500 pommiers, on n'arrivera pas avec la pente. Fait qu'on a décidé d'acheter des propriétés pour s'autosuffire 100% avec la matière première, mais qui est la pomme. Quelle est la différence avec les pommes versus un autre fruit ou d'autres choses qu'on peut utiliser pour faire de l'alcool? Bien, il y a de l'alcool de grains, c'est du maïs, il y a plein d'alcool, le champagne, le raisin, les vins. Fait il y a plusieurs produits, mais nous, c'est 100% spécialisé dans la pomme. C'est plus sucré, j'imagine? Pas nécessairement. Tu as des cidres secs, tu as des cidres un peu plus sucrés, effectivement. Comment qu'on produit ça? De la pomme qu'on récolte sur vos vergers à la bouteille, c'est quoi les étapes? Il y a plusieurs étapes. Hein. Je le dis souvent, faire un cidre, c'est de la patience. On récolte la pomme au mois de septembre, dans le temps des pommes où les gens viennent cueillir eux-mêmes aussi dans les vergers. Par la suite, on est rendu avec une trentaine de produits de cidre alcoolisés et non alcoolisés, mais on va cibler les variétés. On va les mettre dans les frigos atmosphère contrôlée. Fait qu'on a des pommes à l'année maintenant qu'on est capable de presser. Fait qu'on va choisir des variétés, des produits, des variétés de pommes aussi. Hein. Fait que chaque pomme donne un profil différent au produit. Y a-t-il un peu d'essai-erreur? Une année, on va mixer ça puis ça. Exact. Il y a beaucoup d'essais, d'erreurs. On va faire un petit lot, voir comment le produit va travailler en bouteille. Puis, par la suite, c'est ça. On prend les pommes, on presse les pommes. Hein. Fait dans une journée, chez nous, on va faire 60 000 livres de pommes qu'on va presser en une journée, en 6 heures de pressage, qui va donner à peu près entre 16 et 20 000 litres de jus qui va être fermenté pour faire le cidre. Ça, c'est pour l'année? Non. 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 Il y a plusieurs milliers de litres, de centaines de mille litres de cidre qu'on fait chez nous. On va presser énormément à l'automne. On va remplir la cuverie complète. Chez nous, la cuverie, c'est 240 000 litres de cidre en fermentation. Fait qu'on va remplir la cuverie. Par la suite, on va presser, après les fêtes, 1 semaine par mois jusqu'au mois de juin. Pourquoi 1 semaine? Mais ça me donne le roulement parfait pour donner le produit le plus frais possible. Je ne veux pas laisser les produits vieillir en queue. Je vais avoir tout le temps le produit frais pressé et embouteillé par la suite pour donner un produit de qualité, de fraîcheur. Mais il y a certains produits qui ont besoin de vieillir. Oui, effectivement. Il y a des produits comme les mousseux ici. C'est la première fermentation en cuve d'inox. Puis la deuxième fermentation va se créer en bouteille pendant 18 à 24 mois. Ça, c'est les produits plus haut de gamme. Plus haut de gamme, exactement. Sinon, il y a des produits gazéifiés, canettes, des produits pétillants, que c'est plus rapide pour la production. Fait que on presse, on met en cuve. Après ça, c'est l'embouteillage. Chez nous, il y a 2 lignes, il y a 3 lignes de production, mais 2 lignes qui fonctionnent en tout temps. Il y a la ligne de vitre et la ligne de canettes. Une journée normale, on peut faire entre 16 et 18 000 canettes de production par jour chez nous. Puis la vitre, on va jouer à peu près entre 1500 et 2000 bouteilles à l'heure. Est-ce que vous exportez plus loin que le Québec? On a un beau contrat au Japon. Ouais.
Quelques containers par année. Une cliente qui arrive du Japon qui goûte à nos produits. 2 semaines après, on reçoit un email comme quoi qu'elle voulait un container pour vendre nos produits au Japon. Fait que c'est très intéressant. Même dernièrement, une cliente qui est arrivée, elle dit « Regarde, j'étais au Japon puis j'ai goûté ton site. » Elle était bien contente. Puis elle était surprise aussi aussi loin qu'on a plusieurs places aussi en Europe, à Paris, la place... la cave de Tolbiac aussi, qui représente très bien nos produits. Est-ce qu'il y a une plus grande demande pour les produits sans alcool? Oui, bien, la tendance, effectivement, c'est sûr qu'il y a un virage tranquillement qui se fait. On voit le sans alcool. Je dirais pas un gros virage. Le monde va choisir une bonne bouteille de cidre et ils vont consommer des bouteilles de sans alcool avec. Au lieu de prendre 3 ou 4 bouteilles, ils vont prendre une bonne bouteille alcoolisée et des mous de pommes par la suite. Donc, du 7 au 17 mai, c'est la semaine du cidre. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre là, pour ceux qui vont aller goûter et visiter? Bien, le 7 au 17 mai, en fait, c'est beaucoup de cidreries au Québec qui sont ouvertes. Il y a plusieurs activités. Chez nous, à la cidrerie Michel Jourdouin, on revient avec nos visites guidées. Les visites guidées, ça avait perdu avec le COVID à l'époque, quelques années. Puis, le monde veut venir voir nos installations. Ils veulent voir comment on est installé, le pressage, la cuverie, la salle de production, où que les barils de vieillissement, on fait des brindés de pommes, les barils de vieillissement. Fait qu'ils veulent voir, oui, c'est beau la boutique, mais le savoir-faire à l'arrière. Fait qu'il y a une plage horaire. Alors, allez sur le site Cidrerie Michel Jourdouin. Il y a une plage horaire. Choisissez vos moments, puis on vous attend chez nous. L'appel est lancé. Vous avez aussi le cidreduquebec.com pour en connaître plus sur la semaine. David Jourdouin, copropriétaire de la cidrerie Michel Jourdouin, merci beaucoup d'être passé nous voir. On a hâte de goûter à ces produits-là, puis surtout de vous rencontrer, aller vous visiter chez vous lors de la semaine du cidre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Très apprécié. Voilà, c'est ce qui complète cette édition du Régional présentée par TVR9. J'espère que vous avez bien apprécié l'émission. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires à nous envoyer, écrivez-nous à l'adresse info@tvr9.com. Sinon, entre-temps, on vous souhaite une bonne semaine et on se revoit pour la prochaine édition du Régional. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.